Le centre de gravité. L'intelligence artificielle entre dans les ESN. Ce podcast regarde ce qu'elle y trouve. Épisode 6, le choix. Chapitre 1, le dimanche soir. Tant que le diagnostic reste une pensée, il protège encore. À partir du moment où il oblige à choisir, il cesse d'éclairer. Il accuse. Dimanche soir, 22h12. Appartement silencieux. Le téléphone est posé face visible sur la table basse. Il ne sonne pas encore, mais il contient déjà le lundi matin. Un commercial qui dira qu'un client majeur gèle son budget. Un directeur de practice qui demandera quoi faire de 8 personnes sur le bench. Un DAF qui parlera de cash, de jours facturés, de glissement de marge, de recouvrement plus lent. Un DRH qui voudra savoir s'il faut enfin dire la vérité sur les métiers qui ne reviendront pas, ou continuer à gagner du temps avec des formations qu'on affiche davantage qu'on ne les croit. 5 épisodes plus tard, il ne reste donc plus beaucoup d'endroits où se cacher. Et c'est précisément pour ça que cet épisode est le plus difficile. Parce qu'il ne parle plus de ce qui arrive au secteur. Il parle de ce que quelqu'un doit faire. Pas un observateur, pas un commentateur, un dirigeant. Quelqu'un qui a des salaires à payer, des managers à tenir, un board à rassurer, parfois une dette à servir, souvent un marché qui a déjà commencé à changer plus vite que son organigramme. Le dernier luxe du diagnostic, c'est qu'il permet encore de différer. On peut comprendre sans agir, on peut nommer sans trancher, on peut produire des slides très intelligents sur un monde qui se déforme tout en espérant, au fond, qu'une partie de la réponse viendra de l'extérieur. Le marché est attentiste, les budgets sont gelés, les clients arbitrent, la conjoncture est mauvaise, la géopolitique brouille tout, les élections retardent les décisions. Toutes ces phrases ont une utilité, elles décrivent quelque chose de vrai. Mais elles ont aussi une fonction plus discrète. Elles donnent quelques semaines de plus à ceux qui ne veulent pas encore admettre que le problème a changé de nature. Tant que la difficulté reste conjoncturelle, on peut attendre, geler 2 recrutements, renégocier quelques frais, tenir un semestre, raconter qu'on traverse une période. Mais quand le modèle lui-même cesse de correspondre à la forme du marché, attendre ne protège plus. Attendre devient une manière passive d'abîmer ce qu'on prétend défendre. C'est cela, le dimanche soir du dirigeant, le moment où 5 épisodes cessent d'être une lecture du secteur et deviennent un miroir tendu à sa propre entreprise. Ce qu'il voit, ce n'est pas seulement une conjoncture dégradée, c'est une question d'ordre. Par quoi commence-t-on quand on ne peut pas tout sauver ? Et cette question-là est plus dure qu'elle en a l'air, parce qu'elle oblige à comprendre ce que le mot choix veut vraiment dire. Choisir n'a jamais voulu dire préférer. Choisir veut dire renoncer. Retirer de l'énergie d'un endroit pour en concentrer ailleurs. Accepter que certaines lignes ne seront pas reconstruites, que certains métiers ne retrouveront pas leur centralité, que certains clients ne seront pas emmenés dans le même futur que les autres, que l'entreprise de 2028, si elle existe encore dans une forme désirable, ressemblera moins à une extension de celle de 2022 qu'à une correction sévère de ses illusions. Le secteur aime beaucoup le mot transformation. Il donne l'impression qu'on peut traverser la violence du changement en restant poli avec soi-même, comme si l'on pouvait pivoter sans couper, réallouer sans décevoir, monter en gamme sans quitter de territoire, réécrire le contrat sans déplacer le risque, annoncer l'IA sans retoucher la structure. Ce mot a longtemps rendu service. Ici, il devient insuffisant, parce qu'à ce stade, le sujet n'est plus la transformation comme récit. Le sujet, désormais, c'est la hiérarchie des premières décisions. Les vraies, celles qui engagent la suite, celles qui rendent toutes les autres supportables ou impossibles. Une entreprise peut encore se perdre en bougeant énormément. C'est même une manière fréquente d'éviter la décision. Ouvrir 12 chantiers à la fois pour ne pas trancher le seul qui compte. Un plan IA, un plan offre, un plan talent, un plan marque employeur, un plan delivery, un plan partenariat, un plan innovation. 18 mois plus tard, tout le monde a travaillé. Et pourtant, l'entreprise n'a pas changé de gravité. Elle a simplement produit davantage de gouvernance autour de son hésitation. Le mouvement n'est pas la décision. L'agitation n'est que son alibi. Et dans un marché qui trie déjà, la différence entre les deux commence à coûter très cher. Voilà pourquoi cet épisode ne sera pas un panorama de plus. Il ne cherchera pas à être équilibré au sens où les comités de direction aiment ce mot. Il cherchera à être utile. Et être utile, ici, veut dire autre chose. Forcer un ordre. Pas toutes les décisions du monde. Les premières. Celles qu'un dirigeant de SN ne peut plus se permettre de remettre au trimestre suivant. Les décisions de coupure, de concentration, de contrat, d'équipe, de doctrine, de structure. Et, au bout de tout cela, la seule question qui reste quand les concepts ont fini de parler. Combien de temps reste-t-il avant que certaines options cessent simplement d'exister ? Le plus difficile n'est donc plus de comprendre. On l'a fait. Le plus difficile maintenant, c'est d'accepter que comprendre oblige. Comprendre oblige à décevoir des gens intelligents, à inquiéter des équipes qu'on estime, à laisser mourir des lignes qui ont payé des salaires pendant 10 ans, à renoncer à des extensions flatteuses du catalogue, à dire non à certains clients, à admettre que le futur de la boîte passera peut-être par moins de volume, moins d'épaisseur, moins de dispersion et davantage de netteté.
Et l'ordre des décisions commence toujours au même endroit, là où tout le monde préférerait encore gagner du temps. Pas où investir, pas encore. D'abord, qu'est-ce qu'on arrête de défendre ? Chapitre 2. La première coupe. On imagine toujours qu'une stratégie commence par un pari. Très souvent, elle commence par un enterrement. Ce qu'une entreprise refuse de laisser mourir finit souvent par lui coûter le droit de vivre ailleurs. La première décision n'est presque jamais celle qu'on a envie d'annoncer. Elle ne ressemble pas à une ambition, elle ne se présente pas comme une conquête, elle n'a rien d'un lancement. La première décision ressemble plutôt à une phrase que personne n'aime prononcer à voix haute. Ça, nous allons cesser de le défendre. Une entreprise ne coupe jamais dans un tableau abstrait. Elle coupe dans des habitudes, dans des revenus connus, dans des équipes réelles, dans des récits de légitimité. C'est pour cela que cette étape arrive toujours trop tard, pas par bêtise, par attachement. Les lignes qu'il faut arrêter sont souvent précisément celles avec lesquelles la maison a grandi. Des centres de services installés depuis 10 ans, du run banal, des morceaux de TMA, des couches de support, des missions de traduction, toute une épaisseur de services qui a nourri l'entreprise, fait grandir des managers, rassurer les commerciaux, créer des repères, parfois même une identité. On ne renonce jamais à froid à quelque chose qui vous a longtemps permis d'exister. Et pourtant le marché, lui, ne paie pas la mémoire. Il ne récompense pas les anciens succès. Il rémunère ce qui reste utile dans sa nouvelle économie. C'est tout. Or, ce qui se dévalorise en premier est assez clair. Tout ce qui relevait encore d'une exécution largement standardisable, d'une présence organisée sans rareté forte, d'une couche de traduction dont le client commence à reprendre une partie, d'un support dont l'IA compresse le coût, ou d'un run où l'on vend encore de la densité humaine, là où le client commence à exiger de la continuité mesurable. Pas tout, pas partout, pas au même rythme, mais la direction est suffisamment lisible pour rendre le déni coûteux. Le piège ici est très simple. Beaucoup d'entreprises continuent de juger leur ligne d'activité avec les bons critères d'hier. Le chiffre d'affaires, la marge apparente, le volume, le taux de staffing, la fidélité du client. Tous ces indicateurs gardent une utilité, mais ils deviennent insuffisants dès lors que la vraie question n'est plus seulement « est-ce que cette ligne vit encore ?» La vraie question devient « est-elle encore défendable à 3 ans dans un marché qui la voit mieux, la challenge davantage et commence à savoir la remplacer plus simplement ?» Il faut donc changer le test. Une ligne n'est plus un socle parce qu'elle fait encore du chiffre. Elle n'est un socle que si elle satisfait au moins l'une de ces conditions. Elle peut monter en valeur, elle peut devenir récurrente dans un sens favorable, elle peut être protégée par une spécialité difficile à copier, ou elle peut être industrialisée sans rendre sa propre tarification absurde. Si elle ne coche rien de tout cela, elle n'est plus une base. Elle est un délai. Et un délai que l'on finance avec du management, du cash, de l'attention commerciale et du temps de transformation. Prenez une ligne banale de support applicatif standard. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, une marge déjà rognée, une dépendance forte à un seul client, très peu d'actifs réutilisables, aucun angle de spécialité, une équipe qu'il faut constamment réajuster. Dans le vieux monde, on la gardait parce qu'elle faisait du volume, parce qu'elle lissait l'activité, parce qu'elle donnait l'impression d'occuper le terrain. Dans le monde qui vient, cette activité peut devenir un poison lent. Elle absorbe des managers qui devraient transformer autre chose. Elle entretient chez les commerciaux l'idée qu'on pourra encore vendre l'ancien monde un peu maquillé. Elle immobilise des profils qui devraient être redirigés, montés en gamme ou parfois sortis dignement. Elle donne à la maison le confort trompeur de la continuité alors même que son économie réelle se dégrade. Le critère de décision n'est donc pas « est-ce que ça baisse ?». Le critère est « est-ce que ça remontera dans une forme encore défendable ?» Ce n'est pas du tout la même chose. Une activité peut très bien stagner 1 an, voire tenir encore 2 renouvellements, et être malgré tout condamnée comme forme stratégique. De même, une activité peut paraître momentanément plus fragile et mériter malgré tout qu'on la renforce parce qu'elle rencontre une contrainte durable du marché, une réglementation, un risque client difficile à banaliser ou une profondeur contextuelle qu'un benchmark ne suffit pas à reproduire. Couper ne consiste donc pas à punir ceux qui souffrent. Couper consiste à cesser de subventionner ce qui n'a plus la permission structurelle de durer. Il faut ajouter une règle plus dure encore. Tout ce qui ne peut survivre qu'à condition que le client reste partiellement aveugle à sa décomposition est déjà en sursis. Si la seule chose qui protège encore une ligne, c'est l'opacité du devis, la difficulté à challenger le nombre de jours, le gras historique du dispositif ou le fait que personne ne prenne le temps de la démonter, alors vous n'avez pas une défense, vous avez une obscurité résiduelle. Et cette obscurité-là se réduit vite, le client voit mieux. Les achats décomposent davantage, les concurrents industrialisent. Les freelances augmentés approchent par le bas. Le nearshore et l'offshore gagnent du terrain. Selon le Maguité, la part du nearshore et de l'offshore dans le chiffre d'affaires des ESN est passée de 15,5 à 18% en 1 an. Ce chiffre ne dit pas seulement que le marché cherche moins cher, il dit qu'il cherche des formes de production plus dures, plus industrialisées,
plus comparable. C'est ici que beaucoup de dirigeants se trompent de courage. Ils pensent que le courage consiste à tenir plus longtemps. Pas forcément. Dans certains cas, tenir plus longtemps veut simplement dire retarder la coupe au point où elle n'ouvrira plus aucun futur. La vraie question n'est pas combien de temps peut-on encore porter cette ligne, la vraie question est combien d'énergie de transformation lui sacrifie-t-on pendant qu'on la porte. Chaque euro de management, de cash ou d'attention commerciale défensive alloué à une ligne condamnée est un euro qu'on retire à ce qui pourrait encore gagner en densité, en doctrine, en récurrence ou en différenciation. Une stratégie commence donc rarement par une promesse, elle commence par un sacrifice. On ne le célèbre pas, on ne le vend pas bien, on ne fait pas un séminaire pour ça. On s'assoit, on regarde froidement ce qui ne reviendra pas dans une forme rentable et on cesse de le financer comme si l'ancien monde allait récompenser notre fidélité. Tant que cette coupe n'est pas faite, le reste n'est qu'un théâtre de modernisation. Et c'est seulement après cela, seulement après, que la question la plus séduisante redevient sérieuse. Si l'on ne peut plus tout faire, quel est le seul combat qui mérite qu'on s'y jette vraiment ? Chapitre 3. Un seul combat. À ce stade, se disperser n'est plus une prudence. C'est une manière raffinée de perdre sur plusieurs fronts à la fois. Le marché ne récompense plus la largeur vague. Il récompense la densité. Une fois la coupe admise, le vieux réflexe revient immédiatement. Très bien, dit-on, nous allons nous repositionner. Et comme personne ne veut renoncer trop tôt à une option flatteuse, l'entreprise recommence à se dissoudre poliment. Un peu de cloud, un peu de cyber, un peu d'IA, un peu de data, un peu de souveraineté, un peu de conseil, un peu de plateforme. En langage de comité de direction, cela s'appelle garder des options ouvertes. En langage stratégique plus honnête, cela s'appelle souvent disperser des moyens déjà insuffisants. Il faut être très clair. Pour beaucoup de SN mid-market, la question n'est plus sur combien de terrains avons-nous envie d'exister. La question est sur combien de terrains pouvons-nous gagner avant que le marché nous retire le temps de la prendre. Et la réponse est presque toujours plus étroite que ce qu'on ose dire dans une réunion commerciale. Une entreprise de taille intermédiaire ne se réinvente pas vraiment sur 5 fronts à la fois. Elle se dilue sur 5 fronts où elle concentre son énergie sur un seul combat principal. Pas forcément un seul métier pour l'éternité, mais un front dominant, identifiable, où elle peut construire de la densité, une réputation, une offre vendable, des références, des talents et une asymétrie réelle. Les données de marché aident à regarder ce problème sans romantisme. Selon le Monde informatique, qui relaie l'étude Numeum KPMG 2025, les besoins nouveaux se concentrent notamment sur la transformation digitale à 19%, le cloud à 17% et la cybersécurité à 9%. Ces chiffres sont utiles, à condition de ne pas leur faire dire plus qu'ils ne disent. Ils indiquent où la demande se forme. Ils ne disent pas que votre entreprise est légitime pour la capter. C'est toute la différence entre un marché qui fait envie et un marché que vous pouvez réellement conquérir. Le mauvais choix stratégique commence souvent par une confusion identitaire. On se raconte qu'on va devenir ce que le marché valorise, comme si la volonté suffisait à rattraper des années de profondeur, de référence, d'équipe pivot, de réputation implicite. Or, vous n'êtes pas ce que votre COMEX aimerait afficher sur un slide. Vous êtes, beaucoup plus prosaïquement, ce que votre base client, vos talents, vos cicatrices, vos références et votre structure vous permettent de devenir dans les 24 prochains mois. Si vous êtes fort en banque, la gouvernance IA ou la cyber réglementaire sont peut-être des extensions crédibles. Si vous êtes fort en infra, le cloud opéré ou la résilience sont peut-être plus réalistes qu'une ambition vague sur les agents autonomes. Si vous êtes ancré dans l'industrie, la modernisation applicative, la data opérationnelle ou la continuité de services critiques ont peut-être plus de gravité qu'une poursuite mimétique du mot du moment. Le bon combat n'est donc pas celui qui fait le plus rêver, c'est celui où vous possédez déjà un début d'avantage, une base client, une profondeur métier, un savoir implicite, une équipe pivot, une légitimité qui n'a pas besoin d'être inventée de toutes pièces, une doctrine en germe. Il faut se méfier des repositionnements trop exotiques. Beaucoup de SN disent « Nous allons investir dans 3 ou 4 domaines pour ne pas nous enfermer trop tôt ». En réalité, elles créent 3 ou 4 mini-pratiques qui ne dépasseront jamais le stade du slide. Elles embauchent 2 experts, lancent quelques pilotes, produisent un livre blanc et appellent cela une offre. Mais une offre n'est pas une étiquette sur un site. Une offre est quelque chose qu'un client reconnaît, comprend, achète, puis redemande. Tant que cette boucle n'existe pas, vous n'avez pas d'offre. Vous avez un projet de désir. Le bon combat se reconnaît souvent à 3 signes. La demande y est contrainte, récurrente ou structurelle. La valeur y résiste encore à la commoditisation et la visibilité y reste accessible sans exiger une guerre que l'entreprise n'a pas les moyens de financer.
La première question protège contre les modes, la deuxième contre la banalisation, la troisième contre les hallucinations stratégiques. Un choix qui exigerait 50 recrutements impossibles, 3 acquisitions hors de portée et 2 ans de crédibilité que vous n'avez pas n'est pas un choix. C'est une fiction de présentation. Il faut alors accepter une idée qui dérange beaucoup d'organisations de services. La spécialisation n'est pas un rétrécissement honteux. C'est souvent la condition de la survie rentable. Le marché ne punit pas la netteté, il punit l'interchangeabilité. Une entreprise qui devient inévitable sur un problème plus étroit vaut plus qu'une entreprise capable de parler correctement de tout. C'est précisément pour cela que le marché français se met à fonctionner à 2 vitesses. Selon Numéum, les ESN reculent de 1,8% en 2025 à 34,3 milliards d'euros, pendant que les éditeurs progressent de 8,2% à 29,1 milliards. Le numérique continue donc d'avancer, mais il n'avance plus dans le même sens pour tous. Autrement dit, la largeur n'est plus rémunérée comme avant. La forme de l'offre compte davantage. Et c'est ici que la discipline redevient plus importante que l'ambition. Une spécialisation n'existe pas à moitié. Le marché ne vous accorde pas le bénéfice du doute. Il ne dit pas « ils apprennent ». Il compare votre promesse cloud à ceux qui opèrent déjà à grande échelle. Votre discours cyber à ceux qui vivent dans la réglementation depuis des années. Votre récit IA à ceux qui ont déjà des références, des méthodologies, des partenariats et des résultats. Le milieu de gamme de la spécialisation n'est pas un refuge. C'est l'endroit exact où l'on apprend trop tard qu'on était distinctif pour personne. Voilà pourquoi une stratégie n'est jamais une collection d'options ouvertes. C'est une allocation disproportionnée de ressources sur une conviction limitée en nombre. Tant qu'une entreprise n'a pas fait cela, elle n'a pas choisi son combat. Elle a simplement réorganisé son vocabulaire. Mais même lorsqu'un combat est correctement choisi, une question revient, plus dure encore. Si l'on produit désormais autrement, avec plus d'IA, plus d'automatisation, plus de vitesse, comment éviter que ce gain ne se retourne contre la maison ? C'est là que tout revient à une vieille chose que le secteur a trop longtemps laissé inchangée, le contrat. Chapitre 4. Le contrat du futur. Le delivery peut changer en silence. Le contrat, lui, finit toujours par dire qui garde le gain et qui paye le risque. On n'entre pas dans le nouveau monde avec la facture de l'ancien. Beaucoup de SN vivent encore dans une illusion très confortable. Elles pensent qu'il serait possible de changer le delivery sans changer le contrat, d'ajouter de l'IA dans les équipes, d'accélérer la documentation, de réduire les temps de cycle, de générer plus vite, de tester plus vite, de produire plus proprement, et de continuer malgré tout à facturer selon la même logique fondamentale, du temps humain visible. C'est probablement la plus grande erreur économique du moment, parce qu'un gain de productivité dans une ESN ne devient pas automatiquement une hausse de marge. Il peut devenir exactement l'inverse, une démonstration adressée au client de la baisse de prix qu'il est désormais légitime à exiger. Le sujet n'est donc plus seulement ce qu'on vend. Le sujet est le contrat qui transforme cette vente en revenu. Pendant très longtemps, ce contrat était adapté au monde. Le jour homme ne disait pas seulement un prix. Il organisait une façon robuste de partager l'incertitude. Le besoin n'était pas complètement clair, la charge pas parfaitement connue, les dépendances encore partiellement invisibles. On achetait du temps pour commencer malgré tout. Ce monde ne disparaît pas d'un coup, mais il cesse d'être le cadre naturel de tout. Dès que la production standard se compresse, dès que le client voit mieux ce qu'il paie, dès que le gain de vitesse devient visible, le contrat temps commence à montrer son point de rupture. C'est ici qu'il faut être précis. Quand une ESN quitte le modèle au jour pour un modèle au résultat, elle ne change pas simplement pricing, elle change la répartition du risque. Dans le modèle temps, le client porte encore une partie importante de l'incertitude projet. Le besoin évolue, les ambiguïtés durent, la charge augmente, les jours s'accumulent. Dans le modèle au résultat, une partie de cette incertitude remonte chez le prestataire. Si vous promettez un lot livré, vous portez davantage l'écart entre l'estimation et le réel. Si vous promettez un niveau de service, vous portez la capacité du dispositif à tenir réellement ce niveau. Si vous promettez un gain, vous portez au moins une part de la preuve. C'est pour cela que tout le monde parle d'outcome-based et que si peu d'acteurs le pratiquent vraiment à grande échelle. Ce n'est pas une coquetterie tarifaire, c'est une déclaration de confiance industrielle. Il n'y a pas un seul contrat du futur. Il y a au moins 4 familles de migration. La facturation à l'unité de résultat, le ticket résolu, le dossier traité, le lot livré. Le SLA renforcé, la continuité de service avec une part de rémunération indexée sur la performance réellement tenue. Le gain sharing, une part des économies ou de la valeur créée. Et le capacity as a service. Vous ne vendez plus des jours, vous vendez une capacité opérée, un pod, une machine de delivery avec son engagement. Ces 4 modèles ne se valent pas partout, ne supposent pas la même maturité et n'exigent pas le même niveau d'outillage. Mais ils ont un point commun décisif, ils déplacent la conversation.
Le client ne discute plus d'abord combien de gens il voit. Il discute ce qu'il obtient, ce qu'il mesure et ce que vous acceptez d'assumer. Ce déplacement est fondamental parce que c'est le seul moyen de faire changer de signe économique à la productivité. Tant que l'entreprise reste dans le modèle temps, le gain de vitesse menace le chiffre d'affaires. Dès qu'elle vend un périmètre, une continuité, un niveau de service ou un résultat, la même productivité peut recommencer à nourrir la marge. La différence paraît théorique, elle est vitale. C'est elle qui sépare une IA vécue comme un agent de compression d'une IA utilisée comme un levier de reconfiguration économique. Mais la migration contractuelle n'a rien d'un grand soir propre. Elle se rate très facilement. On choisit des KPI qui mesurent l'activité au lieu de la valeur. On promet un résultat sans avoir les actifs, les process, la gouvernance ou la visibilité nécessaire. On croit que le client va basculer d'un coup parce qu'on a présenté 3 slides sur l'outcome based. On sous-estime le coût de la preuve. On oublie qu'un contrat plus intelligent exige en général une opération plus disciplinée. Beaucoup d'entreprises veulent quitter le vieux modèle au moment précis où elles n'ont pas encore fabriqué les muscles qui permettraient de porter le nouveau. La bonne trajectoire est presque toujours progressive. Une ligne d'abord, puis 2, puis une practice. Puis, si les premiers apprentissages tiennent, le cœur du modèle. On ne réécrit pas un contrat historique à coups de slogans. On l'érode, on le remplace, on le rend obsolète par des preuves. Le contrat du futur ne s'annonce pas, il se gagne en séquence. Et il demande un type de courage très particulier. Accepter d'absorber davantage de risques à court terme pour redevenir défendable à moyen terme. C'est un seuil industriel, pas une astuce commerciale. Et dès que l'on accepte cela, une autre évidence apparaît. Si le contrat change vraiment, l'équipe ne peut pas rester dessinée comme avant. On ne tient pas une promesse nouvelle avec une composition de delivery héritée du vieux monde. Chapitre 5. Trier sans mentir. Toutes les entreprises disent qu'elles vont former. Très peu disent à qui elles n'ont plus d'avenir crédible à promettre. Il y a des vérités qu'on repousse par humanité apparente, alors qu'on ne fait souvent que retarder leur violence. L'IA ne s'ajoute pas à l'équipe, elle la redessine. Et ce redessin ne se contente pas de faire gagner du temps, il modifie la géométrie même de ce qui était rentable, apprenable, transmissible. Avant, une équipe projet classique ressemblait à une petite pyramide. Un lead, 2 seniors, plusieurs confirmés ou juniors, le volume se fabriquait en bas, le jugement, lui, se concentrait plus haut. Maintenant, mettez de l'IA au milieu. Les premiers jets sortent plus vite, les tests unitaires se génèrent plus vite, la documentation standard se prépare en quelques minutes. Certaines couches de traduction se condensent. Alors la question apparaît, nue, presque obscène, si l'équipe produit davantage à périmètre comparable, pourquoi a-t-elle encore cette taille? C'est ici qu'il faut résister à 2 mensonges symétriques. Le premier dit, l'IA remplace tout le monde. Le second dit, elle ne change rien de fondamental, elle ne fait qu'augmenter les équipes existantes. Les deux sont faux. Ce qui se passe réellement est plus dérangeant. Certaines couches montent en valeur, d'autres perdent brutalement leur centralité économique. Le lead qui sait orchestrer, arbitrer, valider, répondre d'un choix devant le client devient plus important. Le senior qui voit l'angle mort d'une production automatisée devient plus précieux. Le junior très bien outillé peut devenir rapidement productif. Mais tout un milieu de gestes, de densité intermédiaire, de production standard et de traduction répétitive commence à perdre la prime qui justifiait sa présence à cette échelle. Dans certains cas, l'équipe de 8 devient effectivement une équipe de 4. Un lead orchestrateur, 2 seniors augmentés, un junior IA native. Ce n'est pas une loi universelle, c'est une direction. Et elle suffit à poser un problème immense. Beaucoup de SN déploient les outils sans réécrire le design d'équipe. Elles distribuent des licences, forment un peu, racontent que la productivité augmente, mais conservent les mêmes ratios, les mêmes rôles, la même logique de staffing, la même représentation du delivery. C'est le scénario le plus dangereux, parce qu'on améliore la production tout en laissant inchangée l'organisation qui monétise mal cette amélioration. Une entreprise dans cette situation ne transforme pas son delivery, elle subventionne son retard avec du software. C'est à cet endroit que la question de la formation devient, elle aussi, insupportablement concrète. Toutes les entreprises disent qu'elles vont former. C'est une phrase douce. Elle évite de dire 3 choses beaucoup plus dures. Qu'on ne sauvera pas tous les métiers, on ne reconvertira pas tout le monde et qu'une partie de ce qu'on appelle formation n'est souvent qu'un dispositif d'apaisement. 40 heures de e-learning, un badge, une communication interne et l'on se rassure en disant que l'organisation bouge. Mais 40 heures de module ne transforment pas un consultant. Elles lui donnent un vocabulaire, pas une posture, un signe externe, pas une profondeur, une intention, pas une compétence défendable sur le marché. Il faut donc remettre de la netteté là aussi. Il y a l'upskilling, même métier, mieux outillé. Celui-là est réaliste pour une part large des profils, à condition qu'il soit branché sur de vrais cas d'usage, de vrais mentors, de vrais gestes de travail. Et il y a le reskilling, changement de métier, ou au moins déplacement significatif de posture. Là, le nombre chute. On ne transforme pas à grande échelle, en 6 mois, un consultant de traduction en architecte de systèmes augmentés, un chef de projet classique en orchestrateur robuste, un profil fonctionnel en spécialiste data crédible.
crédible. Pas parce que les gens manquent de bonne volonté, parce qu'on ne change pas une identité professionnelle à la vitesse d'un plan de communication. Former pour de vrai veut dire autre chose. Retirer quelqu'un du présent pour augmenter sa valeur future. Cela coûte du temps, du management, de l'exposition opérationnelle, des mentors, du droit à l'erreur, parfois même un manque à gagner à court terme. C'est précisément pour cela que si peu d'entreprises le font jusqu'au bout. Elles veulent le bénéfice symbolique de la formation sans payer le coût organisationnel de la transformation. Et ce compromis-là produit des promesses intenables. Il faut donc segmenter sans mentir. Qui peut être augmenté dans son métier actuel? Qui peut pivoter vers un métier voisin? Qui ne suivra probablement pas la vitesse du marché, même avec de l'aide? Ce dernier groupe est le plus douloureux, parce qu'il oblige l'entreprise à sortir de la bonté rhétorique. Mais la gentillesse qui ment est plus cruelle que la franchise qui blesse. Dire à quelqu'un qu'il a encore sa place dans un futur que l'on n'a ni le temps, ni les moyens de construire pour lui, ce n'est pas le protéger, c'est lui voler quelques mois de lucidité. Toute stratégie finit donc par buter sur une vérité morale. Une entreprise ne se contente pas de choisir ses offres. Elle choisit aussi le type de vérité qu'elle dit à ses propres gens. Et cette vérité n'a de sens que si elle répond à une autre question, plus extérieure, plus dure encore. Pourquoi cette entreprise-là plutôt qu'une autre? Pourquoi cette maison mérite-t-elle qu'un client lui confie encore le futur d'un problème difficile? Autrement dit, pourquoi vous? Chapitre 6. Pourquoi vous? Le catalogue parle quand l'entreprise n'a pas encore choisi. La doctrine commence quand une phrase suffit. Dans un marché saturé de mots justes, la vraie différence redevient une forme de netteté. Il y a une question qui traverse désormais tout le marché, même quand personne ne la formule avec cette brutalité. Pourquoi vous? Pas pourquoi vous existez, pas pourquoi vous avez des références. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Pourquoi vous plutôt qu'un freelance très bien outillé, qu'un hyperscaler qui remonte dans la chaîne de valeur, qu'un spécialiste mieux identifié ou qu'un client qui a simplement repris assez de capacité pour ne plus acheter la même chose qu'avant? Cette question-là détruit silencieusement les catalogues trop polis. Beaucoup de SN y répondent encore par une liste. Cloud, data, IA, SAP, cyber, DevOps, AMOA, TMA, Run, conseil, architecture. La liste peut être longue, respectable, sincère même, mais elle dit rarement l'essentiel. Elle dit surtout que l'entreprise n'a pas encore choisi ce qu'elle veut être quand le marché lui retire le bénéfice de l'indistinction. Un catalogue n'a jamais été une doctrine. C'était simplement une manière acceptable de dire « nous prenons tout ce qui passe et nous essaierons d'avoir l'air crédible dans chaque salle ». Tant que le marché achetait de la capacité, cela pouvait suffire. Plus maintenant. La doctrine commence quand l'entreprise peut répondre à 3 questions sans trembler. Quel problème précis résolvons-nous? Pour quel type de client? Et pourquoi sommes-nous plus crédibles qu'un autre pour le résoudre? Pas plus sympathique, pas plus large, plus crédible. C'est une nuance décisive. Parce qu'une crédibilité de marché ne se construit pas avec l'accumulation des mots justes. Elle se construit avec de la netteté, de la répétition, des références et une manière de tenir le réel que d'autres ne tiennent pas aussi bien. Prenez un appel d'offres. 4 ESN en shortlist. Les 3 premières déroulent les slides que tout le monde connaît. Innovation, proximité, excellence opérationnelle, IA au service de la performance, agilité, cloud de confiance, cybersécurité by design. Rien n'est faux, rien n'est distinctif non plus. La 4e arrive et ne parle pas de tout. Elle dit « Nous intervenons auprès d'acteurs qui doivent remettre sous contrôle des systèmes critiques, sous forte contrainte de traçabilité, de conformité et de continuité. Voilà notre terrain. Voilà ce que nous savons faire. Voilà pourquoi nos références comptent. » Immédiatement, la conversation change. On ne discute plus l'étendue d'un catalogue. On discute la solidité d'une thèse. Voilà ce qu'une doctrine fait. Elle rétrécit la surface du discours et augmente la densité de la crédibilité. Elle transforme l'entreprise d'un prestataire convenable en choix plausible. Et surtout, elle redonne de la cohérence au reste, à la formation, au recrutement, au partenariat, aux acquisitions, au renoncement. Sans doctrine, chaque décision recommence à zéro. Chaque investissement se justifie seul. Chaque practice réclame sa part de budget. Chaque manager défend son territoire. L'entreprise passe son temps à arbitrer sans gravité commune. Avec une doctrine, au contraire, certaines discussions deviennent plus rapides, plus dures, mais plus saines. On sait ce qui est central, on sait ce qui est annexe, on sait ce qu'on protège, on sait ce qu'on laisse mourir. Et c'est ici que la souveraineté cesse d'être un mot décoratif. Dans certains secteurs, elle devient une contrainte de marché très concrète, où vivent les données, qui contrôlent les modèles, qui explique une décision automatisée, qui répond quand le régulateur frappe, qui garantit qu'une architecture est acceptable dans une banque, un assureur, un hôpital, une administration, un industriel critique. Là, l'IA n'est pas un simple sujet d'innovation. Elle devient un sujet d'acceptabilité. Et une ESN qui veut jouer ce jeu ne pourra pas se contenter de dire qu'elle fait de l'IA. Elle devra montrer qu'elle sait déployer une IA acceptable dans un environnement contraint. Ce n'est pas une nuance marketing, c'est une démonstration de maturité. Si votre réponse à pourquoi vous exige 40 slides, vous n'avez pas encore de position. Vous avez une politesse commerciale très bien peignée. Si elle tient en une phrase claire, spécifique, défendable, alors une gravité commence à apparaître. Et cette gravité ne répond pas seulement
aux clients. Elle prépare une autre décision, plus brutale encore. Quand une entreprise a regardé ce qu'elle coupe, choisi son combat, commencé à réécrire ses contrats, redessiner ses équipes et clarifier sa doctrine, il reste encore une question que beaucoup repoussent jusqu'au point où elle cesse d'être choisie. Acheter, vendre ou tenir. Chapitre 7. Acheter, vendre ou tenir. Dans un marché qui consolide, ne pas choisir son pari, sa sortie ou sa résistance revient presque toujours à laisser le marché choisir à votre place. Il y a des moments où l'attente n'est plus une prudence. C'est déjà une reddition lente. Toutes les ESN ne deviendront pas des spécialistes à forte marge. Et c'est pas une faute morale, c'est une asymétrie de départ. Toutes ne se recontractualiseront pas assez vite. Toutes ne transformeront pas leur delivery avant que le marché ne le leur impose. C'est une vérité pénible, mais saine. Le travail stratégique d'un dirigeant ne consiste pas à croire à son entreprise. Il consiste à la regarder telle qu'elle est. Sa structure de coûts, sa dette éventuelle, son cash, ses clients, sa vitesse d'exécution, son niveau de spécialité, sa lisibilité sur le marché, ses angles morts. À partir de là, 3 chemins apparaissent souvent. Acheter, vendre ou tenir. Acheter d'abord. Cette voie n'a de sens que pour une entreprise qui dispose encore d'une thèse et de moyens. Du cash, une structure relativement saine, un management capable d'intégrer et surtout un trou précis à combler. Une capacité cyber qui manque, une expertise data à densifier, une verticale réglementaire à acquérir. Acheter pour grossir, c'était l'ancien monde. Acheter pour densifier un avantage, c'est autre chose. Cela suppose déjà d'avoir choisi ce qu'on veut devenir. Sans doctrine, l'acquisition n'est qu'un empilement. Avec une doctrine, elle peut devenir un accélérateur. Vendre, ensuite, c'est la décision que le secteur a le plus de mal à regarder froidement parce qu'elle ressemble trop vite à un aveu d'échec. C'est souvent une erreur morale de lecture. Vendre tôt, en position de choix, n'a rien à voir avec vendre tard, en position de fatigue. Une entreprise qui n'a ni la spécialité, ni le cash, ni le temps, ni la vitesse de transformation pour se repositionner seule, a parfois intérêt à vendre quand elle est encore lisible, intégrable, désirable. Pas quand le bench a gonflé, que les comptes commencent à se tendre et que les acquéreurs viennent surtout chercher une décote. Vendre n'est pas toujours perdre. Parfois, c'est la dernière manière rationnelle d'éviter de se dégrader en silence. Et puis il y a tenir. C'est le plus beau mot et le plus dangereux des trois. Parce qu'il peut vouloir dire 2 choses radicalement différentes. Tenir peut vouloir dire attendre, se raconter que le marché reviendra, que la conjoncture se retournera, que les clients reviendront au vieux contrat, que l'IA se normalisera sans trop de casse. Cela, ce n'est pas tenir, c'est glisser avec dignité. Mais tenir peut vouloir dire autre chose. Transformer plus vite que le modèle ne se détériore. Réduire assez tôt, concentrer assez nettement, recontractualiser assez vite, former assez sérieusement, refuser assez clairement les mauvais contrats. Dans ce cas, tenir devient un mot noble, une résistance active, une bataille contre le temps. Ce point est décisif parce que le marché, lui, ne vous laisse pas le loisir d'être indécis indéfiniment. Selon l'étude Grand Angle relayée par IT Social, 42% des entreprises du secteur n'anticipent un rebond qu'au premier semestre 2026. Cela signifie quelque chose de très concret. Beaucoup d'acteurs doivent tenir encore longtemps avant même d'espérer un contexte moins hostile. Et dans ce type de séquence, le cash cesse d'être une ligne de confort. Il devient du temps stratégique, du temps pour rater un premier essai sans mourir, du temps pour couper une activité sans casser tout l'équilibre, du temps pour former de vrais pivots, du temps pour dire non à un mauvais contrat. À l'inverse, la dette élevée, la pression court terme, la dépendance au volume et au covenant biaisent toutes les décisions. On garde des lignes condamnées parce qu'il faut nourrir le moteur. On sous-investit dans les nouvelles offres parce qu'on protège la trésorerie. On évite les contrats au résultat parce qu'on n'a pas les reins pour absorber le risque. On continue à vendre l'ancien monde parce que le trimestre n'attend pas. C'est ici qu'il faut dire une chose sèche. Le capital raconte souvent la vérité que la stratégie préfère maquiller. Une entreprise très contrainte ne choisit pas comme une entreprise qui a du temps devant elle. Une entreprise qui peut absorber un trou d'air, acheter une capacité ciblée, restructurer sans panique et attendre un retour du marché ne joue pas le même match qu'une entreprise obligée de défendre chaque point de chiffre d'affaires comme si sa survie immédiate en dépendait. On aime raconter la stratégie comme une affaire de vision. C'est aussi une affaire de bilan. Voilà pourquoi l'attente est si trompeuse. Une partie du secteur dit encore « on va voir ». Le marché, lui, a déjà commencé à répondre à cette phrase. Il polarise, il industrialise, il pousse vers le nearshore, l'offshore, les spécialistes, les contrats plus durs, les acteurs plus lisibles. Il ne finance pas longtemps les entre-deux. Dans un tel contexte, ne pas choisir n'est pas une neutralité, c'est une décision négative.
Vous laissez simplement la dégradation arbitrer à votre place. Acheter, vendre ou tenir. Les 3 options sont respectables. Aucune n'est facile, mais une seule chose est certaine. Celles qui continueront à appeler prudence, le refus de se déterminer, finiront presque toujours par découvrir que le marché, lui, n'avait pas attendu leur permission. Et ce marché-là a déjà commencé à refermer quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une fenêtre de croissance. Il referme le temps utile. Chapitre 8. Les 24 mois. Il existe des moments où la lucidité ne vaut plus grand-chose si elle ne change pas immédiatement la vitesse d'exécution. Celui-ci en est un. Une fenêtre ne se referme pas avec fracas. Elle se rétrécit jusqu'au point où certaines décisions cessent simplement d'exister. Il faut finir par le temps, pas le temps abstrait des plans à 5 ans, des roadmaps rassurantes, des flèches bien dessinées qui montent dans les comités, le temps réel, le temps disponible avant que certaines décisions ne deviennent beaucoup plus chères, plus humiliantes ou simplement impossibles. C'est pour cela que cette série devait se terminer ici, parce qu'on peut avoir compris l'essentiel et tout perdre malgré tout si l'on se trompe sur la vitesse du problème. Ma conviction, c'est que la fenêtre utile ne ressemble pas à 10 ans, elle ressemble plutôt à 24 mois. Pas une prophétie, une mesure de pression. 2 cycles budgétaires, 2 exercices de trésorerie, 2 saisons de départ de talent, 2 moments où les clients redécoupent leur panel fournisseur, 2 occasions de prouver que l'entreprise change de gravité ou de démontrer malgré elle qu'elle se contente de parler de transformation. 24 mois paraissent longs lorsqu'on les prononce vite. En réalité, c'est presque rien. Les 6 premiers mois servent au tri brutal, pas à l'emballage. Quelle ligne on coupe? Quel combat on finance? Qui pilote réellement la bascule? Quel cash est vraiment disponible? Quels KPI cessent d'être décoratifs? Quels managers sont capables d'habiter le nouveau récit parce qu'ils sont prêts à porter la nouvelle mécanique et lesquels resteront administrateurs du passé? Cette phase n'a rien de glorieux. Elle a tout d'une reprise en main. Ensuite viennent les 6 mois où la transformation devient visible ou cesse d'être crédible. Premier contrat hybride, premières équipes redessinées, premier refus à des clients qui veulent encore le vieux monde au prix nouveau, première personne qu'on sort du présent pour les former sérieusement, première pratique qu'on laisse vraiment mourir. Puis arrive le moment de vérité entre 12 et 18 mois. C'est là que la doctrine devient soit visible, soit introuvable. Le revenu par tête commence à bouger, ou ne bouge pas. Les commerciaux vendent une nouvelle gravité ou repeignent l'ancien catalogue avec un vernis IA. Les managers intermédiaires trouvent leur place dans la nouvelle géométrie ou deviennent le principal foyer d'inertie. Les talents clés sentent qu'il se passe quelque chose de vrai ou commencent à partir. Enfin, entre 18 et 24 mois, le marché rend son premier verdict sérieux, pas définitif, mais suffisamment dur pour séparer les transitions réelles des mises en scène respectables. Une entreprise ne décroche pas d'un coup, elle glisse. Au début, presque rien n'a l'air dramatique. Le taux d'utilisation baisse un peu, une marge projet se déforme. Le bench monte un trimestre, un client décale, un bon profil s'en va. On appelle cela une tension, une saison, un contexte. Puis les signaux faibles commencent à se coordonner. Le bench ne redescend plus vraiment. Les meilleurs, ceux qui pourraient aider à transformer la maison, deviennent précisément ceux qui sont assez employables pour partir. Les commerciaux vendent encore, mais vendent l'ancien monde légèrement remaquillé. Les pilotes s'accumulent sans devenir des offres. Les practices historiques font encore du chiffre, mais un chiffre de moins en moins rentable, de moins en moins défendable, de plus en plus fragile. Et le cash commence à raconter une histoire que les slides n'aiment pas entendre. Ensuite viennent les signaux forts. 2 gros clients réduisent presque en même temps. Le bench dépasse durablement le niveau supportable. Le recrutement devient défensif. Les discussions sur la vente ou la restructuration apparaissent avant que le fond du modèle ait vraiment changé. À ce stade, le problème n'est plus seulement la dégradation. Le problème, c'est la perte de réversibilité. Les décisions qu'on pouvait encore prendre 12 mois plus tôt existent toujours sur le papier, mais elles coûtent désormais beaucoup plus cher en confiance, en cash, en crédibilité, en désirabilité. C'est cela, la falaise. Elle n'arrive pas sans pente. Elle est le moment où la pente devient visible à tous, au moment précis où il reste le moins de place pour manœuvrer. Voilà pourquoi il fallait cette série. Pas pour annoncer l'apocalypse, pas pour faire mine de révéler un secret que personne ne voyait, pour déplacer le regard suffisamment tôt, pour faire sentir qu'il existe encore une différence immense entre voir avant et subir après, entre couper tant qu'on choisit encore et couper quand on n'a plus le choix,
entre vendre en position de lisibilité et vendre en position de fatigue, entre tenir activement et glisser en se racontant qu'on temporise. Il manque maintenant une seule chose, le courage d'exécution. Et cela, aucun podcast ne peut le fournir. Il y a un moment où toute compréhension se transforme en solitude de décision. C'est le point exact où l'intelligence cesse d'être une qualité analytique pour devenir une capacité à blesser juste. C'est le point exact où la pensée cesse d'être élégante. Couper une ligne ne ressemble plus à une idée, cela devient une équipe qu'on regarde autrement. Refuser un contrat mal structuré ne ressemble plus à une thèse, cela devient du chiffre qu'on laisse passer. Concentrer l'entreprise sur un seul combat ne ressemble plus à un axe stratégique. Cela devient le renoncement à plusieurs futurs flatteurs. Dire la vérité sur la formation ne ressemble plus à de la lucidité. Cela devient le risque d'inquiéter des gens qu'on respecte. Voilà pourquoi les entreprises changent si rarement à temps. Pas parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles comprennent souvent trop tard, trop mollement ou trop poliment. Le marché, lui, n'a pas cette politesse. Il trie, il concentre. Il récompense les clartés, il punit les entre-deux. Il ne demande pas aux ESN si elles veulent changer, il leur demande combien d'épaisseur elles peuvent encore défendre avant de devoir devenir autre chose. Alors oui, cet épisode est le dernier. Pas parce qu'il n'y a plus rien à dire, parce qu'à partir d'ici, l'analyse a rendu tout ce qu'elle pouvait rendre. Le reste appartient à une chose que personne ne peut faire à la place d'un dirigeant. Décider. Pas penser davantage, pas commenter mieux, décider. Pas au prochain séminaire, pas quand les budgets seront plus lisibles, pas quand le marché donnera un signal plus net. Le signal est déjà là. Désormais, il est suffisamment net pour qu'il devienne dangereux de prétendre ne pas l'entendre. La fenêtre ressemble à 24 mois et elle a déjà commencé à se refermer. Vous écoutiez le centre de gravité, c'était l'épisode 6, le choix. Et maintenant, le reste ne dépend plus d'un podcast. Vous écoutiez le centre de gravité. Cet épisode s'appelait Le choix. La série s'achève ici, le reste appartient désormais à ceux qui décident.